je disais que c'est un peuple qui est habitué à lutter, qui est habitué à contester, et il ne conteste pas seulement quand il subit une oppression directe, mais il conteste aussi intellectuellement. L'histoire de la Tunisie, c'est aussi l'histoire de ces intellectuels qui ont été souvent marginalisés, maltraités par les pouvoirs successifs. Et c'est l'histoire d'un peuple qui a toujours, au fond de lui-même, eu un sens très aigu de la dignité. Ce sens de la dignité qui se retrouve plus particulièrement dans la campagne et dans les campagnes du centre tunisien. Je suis heureux d'avoir travaillé quelques années dans la région du centre, et je suis un peu fier, bien que je n'ai aucune raison de l'être, d'avoir voulu aider au développement de cette région à une époque où malheureusement nos travaux ne servaient à rien. Mais peut-être aussi, je peux dire que cette expérience m'a aidé sur un plan plus personnel. Disons en gros que nous avions, en tant que techniciens, que devions étudier un projet de développement, mis au point un système de culture qui était complètement différent de ce que préconisait le gouvernement. Ce que préconisaient les ingénieurs du gouvernement, qui de toute façon, en tant qu'ingénieurs, étaient au moins aussi capables que nous. Mais nous avions, à leur différence, nous avions écouté les gens, essayé de savoir ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, etc. Et voulu trouver les moyens, en allant dans leur sens, de développer la région de façon à les intéresser, à les impliquer. La politique de l'époque du gouvernement, c'était nous avons la vérité, nous savons ce qu'il faut faire et nous devons l'imposer aux gens. Bon, quelque temps après, Ben Salah est tombé, et donc aussi bien un projet que l'autre est parti, mais je suis retourné à Sidi Bouzid il y a 20 ans après, et à mon grand étonnement, j'ai trouvé en gros que les paysans avaient appliqué d'eux-mêmes, sans que personne ne leur ait donné des directives dans ce sens, en gros les orientations que nous avions tracées. Ce qui me paraît intéressant, pas seulement pour l'agriculture, parce que c'est valable pour tout, mais ça me paraît intéressant pour situer le rôle de l'intellectuel dans la société. L'intellectuel, en admettant qu'il ne dise pas d'âneries, parce que ça lui arrive aussi, dit des choses intéressant la société. S'il sait les faire parvenir, si le peuple ou les gens concernés s'en saisissent, c'est très bien, l'intellectuel aura joué son rôle pleinement et servi sa communauté. S'il ne sait pas le faire, il ne faut pas qu'il s'en fasse. De toute façon, si ces propositions étaient bonnes, elles seront appliquées tôt ou tard. Avec peut-être du retard, c'est-à-dire que les gens feront leur expérience d'une autre manière. Et dans une certaine mesure, la révolution actuelle, c'est un peu ça qui s'est passé. Ce que nous appelions de nos voeux dans les années 68, et que nous n'avons pas su transmettre tel quel au peuple tunisien, aujourd'hui le peuple tunisien s'en est saisi, ou s'est saisi de choses très voisines, et l'a réalisé. Je ne suis pas particulièrement fier de ne pas avoir pu, à l'époque, jouer le rôle que nous voulions jouer, mais je suis particulièrement fier de voir que la direction dans laquelle nous avions réfléchi, nous étions mobilisés, nous avons subi la répression, cette direction-là était la bonne. Et aujourd'hui, elle est reconnue, et c'est pour ça que je disais en commençant, nous en avions rêvé, ils l'ont fait. Alors je voulais dire aussi quelque chose qui me paraît fondamental.
les luttes dont j'ai parlé, y compris la nôtre d'ailleurs, ça fait partie de la mémoire collective du peuple tunisien. Cette mémoire, suivant les moments, suivant les endroits, il y en a un bout qui s'exprime, un autre qui se transmet d'une façon indéterminée. On ne sait pas comment un jour quelqu'un vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans et dans lequel vous étiez impliqué. Mais ça se transmet. Le peuple a une mémoire collective et, à travers la Révolution, il a mis en œuvre cette mémoire collective. En héritier de tout ce que nous avons vécu dans ce pays, les jeunes, spécialement les jeunes, mais pas seulement eux, se sont dressés comme si ils savaient un tas de choses qu'ils n'avaient aucune raison de savoir. Et si leur conscience a progressé de 20 ou 30 ans en 20 ou 30 jours, c'est pas par hasard. C'est pas parce que c'est un peuple particulièrement génial. C'est parce que le fond culturel et mémorial est très important. C'est un peuple cultivé, c'est un peuple dont la manière dont il s'est battu et surtout dont, après avoir relativement gagné, il a traité les vaincus, montre que c'est un peuple, comment dire, msama, c'est-à-dire tolérant, qui pardonne à son ennemi pour peu que l'ennemi reconnaisse ses erreurs. Et il y a eu des tas d'événements qui ont prouvé qu'alors qu'il pouvait se venger, qu'alors qu'il pouvait prendre des armes qu'il avait saisies avec une discipline extraordinaire, il remettait les ennemis arrêtés ou les armes saisies à l'armée et continuait son travail. Ça, je crois que c'est une leçon qu'il a donnée pas seulement à la Tunisie, mais pas seulement au Maghreb, pas seulement aux pays arabes, mais au monde entier. Pour dire, il a réussi à faire une espèce de synthèse entre une révolution classique et une révolution non violente à la Gandhi. Et ça, je trouve que c'est un service qu'il a rendu à l'humanité. Maintenant, ceci dit, il n'a pas gagné. La révolution n'est pas finie. Et à dire vrai, on est en réalité au début. Ce qui s'est passé, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Roumanie au moment où Ceausescu est mort. Sur un fond de révolte populaire, sur un fond de mobilisation, de contestation généralisée, la garde rapprochée de Ceausescu l'a renversé. Bon, elle a tué, mais le régime n'a pas changé de nature. Les mêmes hommes sont restés, et surtout le même système. Et c'est un peu notre cas. Sur le fond d'une révolution populaire, le coup de grâce à Ben Ali et en partie à son système a été donné par l'armée qui s'est magnifiquement postée aux côtés du peuple tunisien, mais dont on ne peut pas sûr qu'elle restera tout le temps et dont malheureusement on peut dire qu'elle n'a pas pris toutes les responsabilités qu'imposait son implication dans le départ de Ben Ali. Et donc actuellement on a un régime transitoire, bizarre, qui est fait de continuité du régime Ben Ali, en même temps que de semi-rupture avec ce régime sur un certain nombre de points, avec une armée qui est vigilante, mais qui ne s'oppose pas en porte-parole du peuple. Et donc qui pourrait jouer un rôle soit autonome, soit au service ou de l'ancien appareil, ou d'une politique, d'une ligne politique plus ou moins acceptée de l'extérieur. Je ne dis pas que l'armée est manipulée de l'étranger. Je ne le pense pas, mais je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas pris toutes les responsabilités. Et donc, le danger qu'il y a de cette révolution,
c'est un danger qui est plus visible, beaucoup plus visible au niveau des gens politisés, des anciens militants, des intellectuels qu'au niveau du peuple. C'est de ne pas s'apercevoir que le régime de Ben Ali est en réalité la conséquence d'un État de parti unique, c'est-à-dire d'un État où sont étroitement imbriqués le parti au pouvoir et l'État. Et ce parti n'est pas simplement, ne domine pas simplement les instances, il en fait partie. Le même homme est dans la cellule historienne et en même temps, c'est le directeur qui signe les actes d'expropriation ou de donation de terres, etc. Ce sont les mêmes gens. Or, actuellement, beaucoup d'historiens qui n'étaient pas directement dans l'appareil ont été mis en cause, ont été remerciés ou mis en prison. Mais l'appareil de l'État n'a pas du tout été épuré d'historiens qui y sont. Même si un certain nombre de gens ont démissionné du RCD, ils ont démissionné de quoi? Ça veut dire quoi, démissionner du RCD? Le RCD n'a jamais depuis au moins le début des années 80 été un parti politique.